parti pour Dinard la semaine précédente. Madame Dutoit qui n'était venue qu'une fois à Neuilly, que je n'avais pas vue depuis un certain temps, qui ne m'avait pas invité cette année à Fontaine-l'Abbé, arriva dans un fiacre, à ma porte, avant que 3 heures fussent sonnées. Elle était en possession d'une dépêche plus explicite, elle venait s'informer si Jean avait une plus explicite que la sienne. On lui annonçait, à elle, qu'un grave accident était arrivé à Pipette. Je lui appris qu'à moi mon mari réclamait des vêtements de deuil. À elle comme à moi on avait voulu épargner la vérité tout entière. Nos 2 tronçons d'information réunis formaient quelque chose de pire. Pipette. Notre charmante Pipette. Ah! Mon Dieu! Quoi? Qu'avait-il pu lui arriver? À son âge, en si parfaite santé, disparaître. Mourir si soudainement. Pipette. Pauvre petite Pipette. Nous demeurâmes là à nous morfondre, à nous épuiser en conjectures, Madame Dutoit et moi, écrasés par l'événement qu'il fallait conclure de nos 2 télégrammes réunis. La lettre annoncée par mon mari me parvint le lendemain matin seulement. Elle ne contenait que quelques mots griffonnés à la hâte, c'est moi qui suis chargé d'accompagner le corps. J'arriverai à la gare à 10 heures. C'est un accident. La pauvre petite, étourdie comme elle était, vous savez, avait mangé, paraît-il, avant d'aller au bain. Le désespoir des parents dépasse toute imagination. À la gare, à l'heure dite, bien avant l'arrivée du train qui eut du retard, je trouvai monsieur et madame Dutoit. Les Albéric étaient à Dinard, c'était par eux que ma vieille amie avait des nouvelles. Albéric, en dernière heure, disait qu'il était obligé de tenir la tête à sa femme et à ses beaux-parents littéralement fous de douleur. Par un hasard heureux, ajoutait-il, Serpe s'est trouvé là pour accompagner la pauvre enfant dans son dernier voyage. Et nous nous regardions tous les 3 sur le quai, embarrassés, mordillant sur nos lèvres l'expression cuisante de notre crainte commune et inavouable, de notre crainte plus grande que la stupéfaction et la douleur même de cette mort, la crainte que cette mort ne fût pas le résultat d'une étourderie, d'un accident fortuit. Je ne tenais pas Pipette pour étourdie. Depuis le jour où je l'avais vue se jeter dans l'escalier avec ses grands patins, j'avais connu en elle une décision rapide et téméraire, et il y avait en son esprit quelque chose de sérieux qui s'ignorait parce que le sérieux n'avait pas droit de cité autour d'elle. Et côte à côte avec Madame Dutoit, sur le quai de la gare, je pensais, Madame Dutoit a eu grand tort de contribuer à faire rentrer cet enfant sous le toit paternel. Et Madame Dutoit, j'en suis sûre, se disait que l'événement eût peut-être été évité, si, pour obéir à mes scrupules, je n'avais pas abandonné Pipette à elle-même. Hélas! Hélas! Que de choses inconciliables en ce monde! En effet, une amie eût été bonne à ce cher petit être, forcé comme la pauvre et jolie bête aux abois, par des chasseurs insensés. On l'a poussé à un mariage horrible non par méchanceté, mais par indolence criminelle, et pour ne point interrompre une partie de plaisir. Le train n'arrivant pas, Monsieur Dutoit s'exténuant à lire dans tous les journaux le fait divers rapporté d'une façon identique, Madame Dutoit qui rongeait son frein s'approcha de moi, me mit son doigt ganté sur le bras et me dit, cette petite avait un amour au cœur. Je m'en doutais, mais je blêmis, en êtes-vous sûr, et comment, dans son embarras, me dit-elle, il s'en était ouvert à moi. Vous savez comme elle était mal élevée et ignorante des usages, n'avait-elle pas osé lui écrire?
C'est peut-être par là qu'elle s'est perdue, la malheureuse. Quel homme eût donné sa main à une jeune fille aussi déterminée? Les paroles de Madame du Toit me faisaient frémir, et à cause des faits qu'elle m'apprenait et à cause de l'opinion qu'elle en avait, qu'elle ne pouvait manquer d'en avoir, que tout le monde en eût eu comme elle. Malheur aux infortunées petites filles trop naturelles et trop sincères. Oh! Qu'elles ne soient, ni aujourd'hui ni demain, dupes d'une prétendue libération des muresses. Monsieur Juillet, si libre, lui, averti si à fond de toutes choses, recevant une lettre amoureuse d'une jeune fille à la suite d'un flirt léger, riait d'elle, et d'un acte si grave, et de portée si tragique pour elle, il n'était qu'embarrassé. Nous vîmes mon mari, avec son vêtement de deuil et son demi-crêpe, descendre du fourgon. Il était très ému, il nous parla immédiatement de l'état indescriptible des parents. Il doutait si Albéric réussirait à les faire monter dans une voiture pour prendre le train suivant. C'était deux, l'axe, dit-il, des gens qui ne concevaient pas le malheur et qui se trouvaient tout à coup en présence de la pire chose qui leur pût advenir. Isabelle ne valait pas mieux que ses parents. Quant à l'accident, eh bien, c'était un accident. Elle avait mangé peu de temps avant d'aller au bain. On répétait cela, on n'avait que cela à dire. Elle était excellente nageuse, elle avait fait ses preuves, mais précisément à cause de sa grande expérience de l'eau, de la mer, de la natation, elle n'ignorait pas le danger, elle était retournée à l'office manger le quart d'un plum pudding. Les domestiques ne savaient pas qu'elle allait au bain, ils se sont souvenus de ce détail après, c'est affreux. C'est affreux. À cause, précisément, de sa grande expérience de la natation, elle allait prendre son bain à marée basse et sans que personne l'accompagnât. On l'avait vue, de la villa, partir en courant sur le sable, son peignoir gonflé par la brise et le petit nœud bleu de son bonnet lui voltigeant sur la tête, comme un papillon. Là-bas, sur la nappe d'eau tranquille et qui semblait si mince, 3 ou 4 boules noires flottantes, des têtes de nageurs, et puis le canot, pareil à une coque de noix où le maître baigneur entre ces deux avirons flottants, cuisait au soleil. Des témoins avaient vu la jeune fille déposer son peignoir en un petit tas, sur le sable, et s'avancer avec cet air résolu qu'ont tous ceux qui l'aiment en allant vers la mer. Ah! Dieu! J'imaginais, moi, à ce récit, ces deux jambes fines, ces chevilles et ces petits pieds blancs marquant leur dernière empreinte sur le sol humide qui la conserve comme une cire. Tout le monde, après, avait retrouvé, paraît-il, ce chemin sinistre et gracieux, cette suite de sauts mises par une enfant mourant d'amour, au dernier feuillet de son histoire. Et là-bas, entre les 3 ou 4 boules noires, sa petite tête lourde d'une si grande résolution, s'était enfoncée. Le baigneur ne savait-il pas que mademoiselle Voulane plongeait comme un poisson? Il avait fallu plusieurs minutes pour que la coquille de noix s'agitât, pour que des cris s'échangeassent entre les nageurs lointains. On avait vu plusieurs d'entre eux plonger à diverses reprises, autour du canot aux rames battantes, puis l'un d'eux regagner la plage en poussant le lugubre appel, « Au secours! Au secours !» Alors, tout Dinard, comme une fourmilière dérangée, descendait sur la plage, un commissaire méticuleux ayant la précaution d'ailleurs bien vaine de faire respecter, dans un but d'identification, la trace des petits pieds nus. Il me fut impossible de m'éloigner de la bière qui contenait le corps de cet enfant chéri. Le fourgon, le coffre de bois,
le transfert dans une salle spéciale de la gare, les voyageurs qui se découvraient, se signaient, le prêtre qui priait au-dessus des restes d'une pauvre petite à qui le nom même de Dieu n'avait jamais rien dit. Pour quelle misérable joie avait-elle vécu 20 ans, la fille des Voulan, morte sans espérance. On l'avait élevée pour le rire, les jeux, la vie amusante, et elle venait de sacrifier dans sa fleur son jeune corps, seul instrument de plaisir connu d'elle, au dur et sévère amour. Pipette. Pipette. Grâce, insouciance, allégresse, image accomplie du bonheur de vivre. Vous étiez là, percé par le trait le plus noir que les plus sombres muresses puissent décocher contre la créature humaine. Mensonge, du prix suprême que la vie de plaisir, puisqu'au cœur même de son ébriété vous atteint la même blessure que dans la vie spiritualisée qui veut connaître la douleur et qui, elle, du moins, en aperçoit l'au-delà radieux. Lorsque je me fus ressaisie et que je pus demander à mon mari, mais, enfin, comment vous trouviez-vous à Dinard, il me dit, les cousins avaient tant insisté. Il ne pouvait pas résister à la prière de ses cousins, il en avait un peu honte, il avait préféré s'en cacher. Les Voulan arrivèrent enfin, méconnaissables. Albéric avait assez à faire de s'occuper d'Isabelle que la fin de sa petite suranéantissait comme la première révélation de notre sort mortel. Isabelle avait eu des crises de nerfs pendant le voyage, on l'emporta pareil à une malade, l'appréhension de voir le cercueil, d'entrevoir seulement le prêtre en surplis, la faisait hurler d'horreur. Les parents, c'étaient 2 paquets inertes, des colis encombrants, dont Chauffin prenait soin. Jusqu'aux obsèques, ils demeurèrent en cet état, et même Gustave n'y put paraître, le médecin le maintenant au lit comme un enfant sensible à qui l'on cache les préparatifs mortuaires. Il échappa, ainsi, à la vue des tentures, des cirés brûlantes, des candélabres d'argent et aussi du clergé, dont lui aussi avait une peur puérile, il esquiva, par une défaillance non feinte, l'église, les chants divins, trop grands pour lui, le piétinement derrière le char lugubre, et le spectacle auguste, celui-là de la restitution d'une partie de lui, pauvre Voulan, à la majesté sereine de la terre qui ne rit pas Henriette, elle, s'évanouit devant la fosse béante. Pareil accablement fut d'un effet considérable. C'est la faiblesse des parents qui avaient poussé leur enfant à la mort, chacun le savait, le disait, personne qui se priva d'incriminer une inertie connue de tous et à ce point monstrueuse. C'est leur faiblesse qui les sauva. Ils avaient tous 2 tant de chagrin, que l'on se tut, presque respectueusement. Ce fut de leur chagrin qu'on parla. Le chagrin des Voulan avait dépassé la mesure commune. Leur responsabilité dans l'événement. Mais ils l'ignoreraient toujours. Que leur fille eût voulu mourir, qui donc le leur eût fait comprendre. Inconscients ils avaient vécu, inconscients ils avaient écrasé leur chair la plus tendre, inconscients, l'image physique de leur douleur écartée, ils renaquirent peu à peu à leur vie facile de corps simple. Pendant le temps que les restes de Pipette demeurèrent rue Pergolèse, j'étais retournée, naturellement, chez nos cousins. Mon mari leur fut utile, et il est juste d'ajouter que Chauffin se multiplia, c'était lui qui, dans la maison, était au fait de tout, il faisait tout, Gustave laissant tout faire. Une commune besogne, une tristesse partagée, et l'impression identique du désastre irréparable nous unissaient. Nous oublions momentanément tout ce qui nous avait si totalement disjointes. Le sacrifice de la victime immaculée avait, comme aux temps anciens, sa vertu apaisante.
et le besoin de pleurer Pipette me ramena encore, après les obsèques, chez les Voulan. Ils ne disaient rien, ni le père, ni la mère, ils ne savaient absolument que faire, ayant l'impression qu'aucune de leurs occupations habituelles ne convenait à leur situation, ils pleuraient. Isabelle, Albéric pleurait. Je pleurais avec eux. Chauffin, faisant comme nous, se purifiait à nos yeux. Rentré chez moi, je pleurais encore. Je pleurais ainsi jusqu'au jour où je m'aperçus que, dans un chagrin si grand, se mêlait l'idée de la douleur qu'avait dû subir la malheureuse enfant en songeant à celui qu'elle aimait, à qui elle avait écrit, elle, et envoyé l'expression de son amour. Les Voulan ne devaient plus jamais retourner à Dinard. Un jour, Chauffin leur proposa de partir à la recherche d'un autre endroit où passer l'été. Ils partaient en automobile. Ils n'emmenaient point les Albéric qui déjà recommençaient leurs chamailleries intolérables. Moi, j'étais retenu par mes enfants, mais ils offrirent une place dans leur voiture à mon mari, à côté de Chauffin. Nous causâmes, le soir, de la proposition, mon mari et moi. Il me dit, la pauvre Pipette disparue, la question Chauffin se trouve avoir bien changé de figure, elle ne vous épouvantera plus, j'imagine. Je fus cependant épouvanté. Je n'avais pas songé à cette conséquence en effet trop logique de la mort que nous pleurions, mon mari, qui, déjà, avant l'événement, retournait chez ses cousins, allait m'y retenir et recommencer à se leurrer d'espoir, à y prendre cette fièvre troublante que donne le contact de la fortune et de la fête. Et tout était à recommencer. J'avais bien senti, hélas, que je ne convertirais pas mon mari à la vie modeste où toutes les joies ne peuvent provenir que de l'intérieur. Sinon pour moi, du moins pour lui et pour l'avenir de nos enfants, mieux valait peut-être prolonger la duperie à la lisière de la fortune des Voulan, un espoir sans cesse reculé de puiser chez eux le moyen de relever sa situation ne vaudrait-il pas mieux que ces incorrigibles tentatives d'emprunt dont l'une, tout dernièrement, m'avait tant alarmé. Hélas! Qu'était mon influence et qu'eût été ma volonté la plus acharnée, mais solitaire, contre l'universel mouvement qui entraînait les hommes vers le dehors, vers les grands jouets propres à divertir un monde rajeuni. Par moments, le doute me prenait de la valeur de mon rôle en une pièce où j'apparaissais, me semblait-il, comme un fantôme du passé. Qui suis-je, me disais-je, et qu'ai-je à faire ici ? Et le doute que j'avais sur ma propre valeur était plus effroyable que le sentiment de mon caractère étranger. Je viens du fond des temps, je suis une image affaiblie des femmes d'autrefois, je porte en moi le spectre de mes aïeuls au point de faire reculer l'amant que mes bras entr'ouverts appellent, mais je n'ai ni la simplicité, ni la rude foi de ma mère et de la mère de ma mère qui leur ont épargné, à elles, de se demander jamais ce qu'elle était. Je tiens trop encore de leur intégrité pour faire aux yeux du meilleur monde de mon temps la figure tout à fait convenable d'une Madame du Toit, et je n'ai pas hérité une assez haute vertu pour boire au calice enivrant de Charlotte de Clamarion. Mon Dieu! Mon Dieu! Je crois en vous. Je ne me sens pas assez forte pour douter de tout ce qu'on m'a enseigné en votre nom, mais j'ai besoin de me dire, pour n'en point douter, que mes propres lumières sont insuffisantes. Quel abîme entre le pâle fantôme que je fais et la figure de celles à qui je ressemble encore ? Je ne doute point, mais déjà je n'ai plus la foi qui agit. Et quand un instinct secret, une voix du plus profond de moi, m'affirme que ce que je sens de meilleur en moi provient des restes de cette foi candide et parfaite,
je pâlis et je tremble à la pensée de ce que vaudra ma fille, élevée par l'ombre que je suis et dans une atmosphère 100 fois plus hostile à la cohésion de nos vieux atomes chrétiens, si raréfiés, que ne le fut l'air que j'ai respiré. Mon mari ayant accompagné ses cousins, je restai avec les enfants à Neuilly, où nous devions attendre le commencement de septembre pour aller à Chinon. Une après-midi, alors que nous nous tenions dans le pavillon, au fond du jardin, on sonna à la grille. Ma petite bonne, peu faite aux usages, inaccoutumée surtout aux visites, vint, sans se presser, me dire qu'une dame me demandait, une dame qui n'avait pas voulu donner son nom et qu'elle avait laissé à la porte. Mais comment est cette dame ? Une fausse jeunesse, me dit la bonne, mais qui doit se faire reluquer encore. Il y a 2 messieurs qui sont arrêtés plus loin. À quelques détails complémentaires, je reconnus Emma. Mon premier mouvement fut de ne pas la recevoir, mon mari me l'ayant formellement interdit. Puis la pensée qu'elle n'insistait pour me voir pendant l'absence de son frère que parce qu'elle était malheureuse, m'apitoya. Elle venait jusqu'au fond de Neuilly, par la grande chaleur et sans voiture, je n'eus pas la dureté de la laisser repartir, je dis à la bonne de la faire entrer à la maison, et j'allai la rejoindre. Il me semblait que je faisais quelque chose d'à moitié mal, d'à moitié bien. Emma s'était conduite d'une façon qui méritait peu d'indulgence, mais, depuis que j'avais souffert par l'amour, j'éprouvais moins de répulsion que de pitié pour les infortunés qui furent par lui roulés comme les galets par la lame de la mer. Elle était bien changée, la pauvre Emma. Le jugement sommaire de la bonne n'était pas sans justesse. Emma, frappée par le mal des années, concentrait toute sa farouche ardeur à en combattre le ravage. Si ses yeux s'amollissaient, elle conservait sa taille, onduleuse, opulente sans excès, et cette bouche en grenade éclatée qui vous donnait frais, au cœur de l'été. Elle s'excusa beaucoup. Je croyais sa visite vulgairement intéressée, je m'attendais à ce qu'elle me tendît une main de quêteuse. Mais non. Elle avait avec moi, comme dès notre première entrevue, une certaine gentillesse perceptible malgré toute la distance qui nous séparait. Je ne lui étais pas antipathique, elle me croyait seulement soumise à des muresses antédiluviennes et hypocrites, et elle avait cru de la meilleure foi du monde que, de ce qu'elle tenait pour ma vieille défroque, il ne me resterait bientôt rien. Elle me plaignit surtout, à la suite d'un préambule embarrassé et difficile, destiné à aborder notre situation diminuée. Comme je lui disais que, loin de me trouver à plaindre de cette situation nouvelle, je m'en trouvais au contraire beaucoup plus à l'aise et menais une vie plus conforme à mes goûts, elle me dit, allons donc. En haussant les épaules, et je lus dans ses yeux qu'elle croyait encore à mon jésuitisme invétéré. Elle n'était pas accessible à une autre conception du bonheur qu'à celle du plaisir uni à la fortune. Elle soupira longuement. Il était évident qu'elle avait des motifs personnels de regretter que son frère n'eût pas réalisé ses brillantes espérances, mais elle semblait me porter un intérêt tout personnel et compatir à mon sort. À cela, elle avait une raison que je n'allais pas tarder à apprendre, malheureusement. Il existait aussi entre elle et moi cette cloison qui sépare les êtres soumis à des muresses totalement différentes. Elle me jugeait avec autant de compassion que j'avais de compassion, moi, pour les Voullanes, pour leurs amis ou pour Emma elle-même. Emma me représentait l'image, poussée à l'extrême, de ces muresses dont l'amour est le pivot et la loi unique et que je voyais opposer sans cesse comme un progrès, comme une conquête, aux muresses disciplinées et soumises à la contrainte morale.
Je voyais en moi la génération arrachée à ce vieux sol, inacclimatée au nouveau, cherchant entre les deux un introuvable compromis. Notre rencontre improvisée, dans cette pièce de la petite maison de Neuilly, prenait pour mon esprit confus, solitaire et trop disposé à réfléchir, une importance insoupçonnée. Cette jolie femme un peu fripée et cette bouche, reste de désordre et de beauté, cela grandit tout à coup devant moi. Les volets étaient clos afin d'éviter la chaleur, nous causions dans l'ombre, je voulus voir et j'entr'ouvris l'un d'eux. Emma se leva, se déplaça, pour se poser à contre-jour. Dans ses mouvements, et comme mes allusions à quelques détails matériels de la maison introduisaient un peu de familiarité dans l'entretien, Emma, qui brûlait d'arriver à ses fins, me dit qu'il fallait voir les choses comme elles sont, prendre les gens pour ce qu'ils valent, que vivre dans les nuages était idiot, et qu'enfin c'était être une gourde, que de prétendre faire d'un homme autre chose que ce qu'il est. J'allais prendre la balle au bond et m'apprêter à mettre Emma hors de chez moi, pour me traiter avec son sans-façon et son langage de cabaret, mais c'était elle qui, par ses mots un peu vifs, venait d'ouvrir une porte par où elle expulsait enfin toute la rancune amassée depuis des années contre son frère dédaigneux, et ce qu'elle me dit me cloua sur place. Je ne suis pas assez initié au libre parler d'Emma pour reproduire ces termes, ils jaillirent soudain comme les scories d'un cratère en éruption, la lave bouillante se déversait à mes pieds, j'étais surprise, ahurie, captivée aussi par ce que m'apprenait ou m'invitait à connaître une telle effervescence d'expression. Je faisais, à mesure qu'elle vociférait, la part de l'exagération, trop aisée à discerner, mais Emma me citait des faits précis et contrôlables qui, au-dessus du torrent fielleux, surnageaient comme les douloureuses épaves reconnues d'une maison écroulée. Mon mari, au dire d'Emma, n'avait jamais cessé de me tromper. La liaison qu'il avait, avant son mariage, il ne s'était pas donné la peine de la rompre, elle n'était ni sérieuse, ni unique, il était comme tous ces messieurs, ils s'entraînaient les uns les autres, les plus riches avaient des maîtresses, les moins fortunés se fussent crus déshonorés de ne point faire comme s'il en entretenait une, deux, parfois davantage. Depuis 2 ans, mon mari s'était acoquiné, disait-elle, avec une femme dangereuse non par son esbrouf, mais au contraire son attitude rangée et son goût de thésauriser. Emma me la nommait, me donnait son adresse, me citait le nom de l'enfant qu'elle avait eu récemment. Achille a des goûts bourgeois, me dit-elle, vous le savez, ce n'est pas tant un osseur, mais il lui faut pour le moins un faux ménage afin qu'on ne se hève pas de lui dans le métier. Point. Les sentiments les plus divers bataillaient en moi pendant ce discours plein de fiel dont quelques gouttes évidemment étaient destinées à me faire souffrir. Ne vouloir pas en entendre davantage. Mais la curiosité, l'utilité d'apprendre me retenaient attentive. Mépriser les médisances, jouer l'indifférence. Mais la révélation me faisait un mal que je n'eusse pas soupçonné. Certes, je n'avais jamais pu aimer mon mari, d'amour, mais j'avais pour beaucoup de ses qualités une estime définitive, et j'aimais en lui le goût qu'il avait eu de me choisir d'abord, de me vouloir conserver ensuite conforme à un type de femme que je juge le meilleur, indispensable à la vie, à sa continuation, à sa prospérité, et le plus beau au jugement secret de notre conscience, aussi, à cause de l'amour qu'il avait pour ses enfants. Et il possédait un autre ménage. Il pouvait aimer un autre enfant, vous voyez bien, disait Emma, que ce n'est pas la peine de se fouler. Elle avait tout l'air de vouloir ajouter des conseils amicaux aux révélations dont elle venait de me frapper. Peut-être, après tout, était-elle sincère et ne pensait-elle qu'à me rendre service,
une fois sa vindicte exercée contre son frère. Son exemple m'obligeait tout à coup à faire un retour sur moi-même qui, depuis que j'avais aimé, concevait de l'indulgence pour les femmes amoureuses, et, à cause de cela, uniquement, sans doute, m'étais exposé, aujourd'hui, à recevoir la visite, les révélations et les avis de ma belle-sœur Emma. Et, pensant à la faute de ma vie, à la femme que j'aurais pu être, en ce moment précis, moi, si des circonstances supérieures à moi-même ne m'avaient sauvée, je n'eus pas plus de ressentiment contre mon mari que je n'en avais, première réflexion faite, contre Emma qui s'acquittait là, tout simplement, de son rôle de femme naturelle. Jugeant toutes gens et toutes choses du point de vue assez bas où notre propre faiblesse nous pose, nous ne pouvons qu'être indulgents et débonnaires, et je vois bien que c'est cette tiédeur débile que l'on nommera de plus en plus la bonté. Emma, me jugeant édifiée comme elle l'avait voulu, se leva. Je vis qu'avant de se rejeter dans la rue, elle cherchait un miroir. Nous étions presque dans l'ombre, une glace, derrière la pendule, ne se prêtait que maladroitement aux soins de la coquetterie. Je déplaçai la pendule dont le balancier eut des palpitations désordonnées et je retournai au volet entrebâillé pour rouvrir tout grand. Puis je revins derrière l'épaule d'Emma afin de m'assurer qu'elle se voyait suffisamment pour donner le petit coup nécessaire à ses cheveux et rajuster son chapeau. Je n'avais pas coutume de me mirer dans cette glace. Le jour se trouvait par hasard très bon. Nos deux visages paraissaient accolés comme en un portrait de deux sûrs. Les marques définitives de l'âge me frappèrent aux alentours des yeux d'Emma, trop tendres, plissés et poudreux comme l'aile de certains papillons gris du soir. Un bref regard d'elle me jugea, moi, pareillement, j'avais 10 ans de moins qu'elle, mais mes cheveux blanchissaient, ce dont je m'efforçais depuis quelque temps de rire, à côté de cette femme cramponnée désespérément à sa jeunesse et à sa beauté fuyante. Pour la première fois ma figure me parut creusée en dessous par un travail de termite. Moi comme Emma, bon gré mal gré, nous avions reçu le coup d'aile insonore de l'oiseau qui passe au-dessus des têtes blondes et des brunes, tantôt avec trop de hâte et tantôt avec un retard bénévole, et en déplaçant un air funeste qui tue la fleur humaine. Je me retirai presque aussitôt, mais j'avais vu. Et la double image offerte à moi par un hasard ne devait plus s'effacer de mon souvenir, et elle devait contribuer, plus que mes méditations, à m'éclairer sur moi-même. Mon visage, pour ainsi dire surpris, et joue à joue, avec le tragique masque d'Emma amplifiant un gémissement sourd et désespéré, me parut, dans sa flétrissure commencée, porter la trace d'un sourire peut-être ancien chez moi, mais dont je n'avais pas saisi l'expression, le sourire d'un être attristé, mais le sourire de quelqu'un qui sait l'existence d'un trésor caché. Emma contemplait les restes de sa richesse dissipée, moi, créature aussi, femme comme elle, je souffrais de mes ruines prématurées, quelque chose en moi j'en conviens, pleurait la douce vie non savourée et trop éphémère, mais quelque chose en moi se riait des bonheurs communs et des choses éphémères. Emma avait goûté de folles années et ne concevait plus rien au-delà, sinon un prolongement artificiel par le moyen de cabotinage sans relâche exercé sur sa peau. En vertu de quel merveilleux privilège est-ce que mes premiers cheveux blancs me causaient, par-dessous ma mélancolie, une impression d'allègement et suscitaient en moi un élan de vie renouvelé. À la minute, pour ainsi dire, où je venais de recevoir le choc de deux des plus puissantes désillusions, celle de la durée de ma jeunesse et celle de la loyauté conjugale de mon mari, loin de sentir un abattement, le voisinage d'une femme abattue mobilisait mes réserves secrètes, mettait en branle, au fond de moi,
toute une armée d'énergies insoupçonnées, et je reconquérais en moi un royaume qui ne doit pas périr. En regardant encore Emma au grand jour, alors qu'elle allait me quitter, je me souvins de l'étonnement que m'avait causé son genre de beauté, lors de notre première entrevue, et quand je ne songeais à le comparer qu'à celui de Madame Ducange. Ce que nous étions convenus, jadis, au couvent, d'appeler la beauté de Madame Ducange, c'était une transfiguration de la chair par le miracle de la force morale. Oh! Que cela n'avait donc aucun rapport avec le troublant assouvissement qui avivait et ombrait les yeux de ma belle-sœur. De même Charlotte de Clamarion, sans avoir été jamais jolie, embellissait en vieillissant, parce que sa vie s'enrichissait de jour en jour, tandis que chez Emma toutes les sources desséchées lui laissaient la face morne et dépitée à jamais d'un astre mort. Emma ne comprit rien à la sérénité que son exemple même, par contre-coup, m'inspirait. Elle me regarda à plusieurs reprises, à travers sa voilette, pendant que je la reconduisais à la porte de l'avenue. Je crois qu'elle emportait de sa visite une grande déception, l'état dans lequel elle m'avait trouvé l'étonnait, celui où elle me laissait l'étonnait davantage. Elle n'était pas de sens très fin, et surtout elle ignorait absolument cette seconde nature, qu'ajoutaient nos vieilles muresses à la nature que nous partageons avec toutes les bêtes humaines. Je la vis s'éloigner à pied, relevant sa robe sur ses petits souliers défraîchis. Une portion de moi lui en voulait de ce qu'elle était venue faire ici, une autre, meilleure, éprouvait pour elle une grande et sincère pitié. Elle avait 40 ans, la malheureuse Emma, elle pouvait vivre encore un nombre égal d'années, et elle ne leur concevait pas d'autre emploi que le regret impuissant et l'appel désolé, désormais ridicule, de l'amour. Je vins rabattre le volet, remettre de l'ordre dans la pièce où j'avais reçu Emma, épousseter la poudre de riz semée sur le marbre de la cheminée, sur le bras d'un fauteuil et jusque sur le tapis de la table, replacer la pendule en son beau milieu. Un parfum demeurait dans l'atmosphère. Suzanne en entrant le happa de ses petites narines si jeunes encore, s'arrêta, et poussa une exclamation qui prouvait que, déjà, elle n'y était pas insensible. « C'est de très mauvais goût, lui dis-je. Nous devons sentir bon par nos qualités, et cela suffit. » À sa mine indifférente et aussitôt distraite, je vis bien que Suzanne tenait mes paroles pour le langage convenu que les parents adressent aux enfants, auquel les enfants ne croient pas parce que les parents n'y croient pas eux-mêmes. J'y croyais. J'eus même l'impression soudaine d'y croire plus ardemment que je n'avais jamais fait à aucun précepte adressé à mes enfants. Et, simultanément, s'imposa à moi de nouveau l'impérieuse nécessité de cette adhésion passionnée aux vérités morales, dont il faut que l'ardeur soit bien grande si nous voulons en communiquer la 100e partie. Un élan irrésistible me poussa à ma chambre où je tombai à genoux au pied de mon lit, comme autrefois, mon Dieu. Mon Dieu. Mais les mots qui s'adressent à Dieu, pour ne les avoir pas prononcés tous les jours, mes lèvres ne les retrouvaient plus. J'entendis dans l'escalier le pas de Suzanne, il se tut aux environs de ma porte, on essaya de tourner le bouton, mais j'avais fermé au verrou. Suzanne cria, « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » Je prie le bon Dieu, mon enfant. Ce n'est pas vrai, tu pleures ? Ô terribles enfants, en qui nous sentons quelque chose de plus fort que nous. Dans le moment où nous essayons de nous gonfler pour nous envoler dans les airs, ils nous lancent des traits qui nous percent, ils me rappellent la voix implacablement humaine de Montaigne, si cinglante pour ceux qu'a touché l'accent de l'auteur des pensées,
son Fils sublime, nous aurons beau faire, nous n'en sommes pas moins assis sur notre derrière. Et pourtant lui-même avait dit, inspiré par l'amoureuse amitié un jour, ô la vile chose et abjecte que l'homme, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. Choix angoissants. Entre le ciel et la terre prendre parti. Renoncer à l'enivrement du plus beau en faveur de la sagesse au visage de marbre. Vivre à mi-côte, la plus dure des résignations. Tout à coup, un beau jour, je reconnus que, précisément, cette résignation étant pour moi la plus dure, c'était à celle-là qu'il fallait me soumettre. Accepter la médiocrité du monde, oui, cela était pour moi une tâche plus ardue que de laver les pieds des pauvres ou de bander les ulcères, comme faisait Charlotte de Clamarion. Et quand j'eus résolu d'accomplir cette tâche qui s'impose aux femmes, de la bonne moyenne, dont j'étais, il me sembla que mon appétit de passion était comblé. Ma voie à mi-côte s'allongeait devant moi, droite et unie, tout orgueil abattu, j'y roulais, emboîté en des rails d'acier que ma volonté avait étendus sur un plan, et je goûtais à cet effort plus de bonheur secret que je n'en avais éprouvé lorsque, dans mon emportement, j'avais fui avec indignation le milieu Voulan. Par la plus âpre lutte que je pusse soutenir contre moi-même, je touchais le plus parfait contentement intime, je refaisais, de mon propre mouvement, et par la force des choses, ce que la plus vieille foi de ma famille enseignait comme le devoir élémentaire, l'expérience me ramenait à mon point de départ un peu dédaigneusement abandonné dans la bourrasque que déchaînent les courants d'air de mon temps. Sur le chemin de retour où je marchais, ne discernais-je pas déjà ces grandes voix, organes mystérieux, échos d'instruments inconnus, dont le timbre n'a pas d'équivalent parmi ceux de ce monde, dont la musique célébrait la dignité de mon origine, la sainteté de ma destinée, et entre ces deux relais, l'humble beauté de la vie que nous ne pouvons pas changer. Faire les petites choses comme grandes à cause de la majesté de Jésus-Christ qui les fait en nous, m'avait dit un jour celui qui se plaisait à m'instruire si dangereusement. XXV lorsque je retournai à Chinon, résolu à ne plus faire de moi qu'un instrument utile au bien des miens et savourant dans cet oubli de moi-même, dans cet adieu définitif à tous mes désirs personnels, dans ce renoncement même à la joie de mieux faire, une autre joie, d'essence plus subtile et plus haute, et qui ne devait plus jamais me manquer, je fis l'émerveillement de tous par la figure heureuse que l'on me voyait et que, au dire de chacun, personne ne m'avait encore vue. J'étais inquiète autrefois, disait-on, j'avais sans cesse l'air d'attendre quelqu'un, de désirer un objet chimérique, de rêver à la lune. À la bonne heure. On me trouvait, pour la première fois, satisfaite. Et la vérité m'oblige à dire qu'en face de ce bonheur rayonnant de moi, il ne se trouva personne, dans la maison et hors de là, personne parmi ceux qui pourtant m'avaient enseigné la source secrète de ma présente félicité, qui ne chuchota, les échos m'en vinrent de toutes parts, elle aime. Elle est aimée. 1910, 1911, 1912. Fin Grevin Imprimerie de l'année 2011-0-12. End of the project Gutenberg ebook Madeleine, jeune femme updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Madeleine jeune femme du même auteur contre roman René Boylève Madeleine jeune femme Paris Calment Lévy, éditeur 3, rue Aubert, 3 Sorry dilectissime au lecteur Madeleine jeune famille 2 3 4 V 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XXXXXX XXXXV fin The Full Project Gutenberg licence PJ 2 PJ 3 PJ 4 PJ 5 PJ 6 PJ 7 PJ 8 PJ 9 PJ 10 PJ 11 PJ 12 PJ 13 PJ 15 PJ 16 PJ 17 PJ 18 PJ 19 PJ 21 PJ 22 PJ 23 PJ 24 PJ 25 PJ 26 PJ 27 PJ 28 PJ 29 PJ 30 PJ 31 PJ 32 PJ 33 PJ 34 PJ 35 PJ 36 PJ 37 PJ 38 PJ 39 PJ 40 PJ 41 PJ 42 PJ 43 PJ 44 PJ 45 PJ 46 PJ 47 PJ 48 PJ 50 PJ 51 PJ 52 PJ 53 PJ 54 PJ 55 PJ 56 PJ 57 PJ 58 PJ 59 PJ 60 PJ 61 PJ 62 PJ 63 PJ 64 PJ 65 PJ 66 PJ 67 PJ 68 PJ 69 PJ 70 PJ 71 PJ 72 PJ 73 PJ 74 PJ 75 PJ 76 PJ 77 PJ 78 PJ 79 PJ 80 PJ 81 PJ 82 PJ 83 PJ 84 PJ 85 PJ 86 PJ 87 PJ 88 PJ 89 PJ 90 PJ 91 PJ 92 PJ 93 PJ 94 PJ 95 PJ 96 PJ 97 PJ 99 PJ 100 PJ 101 PJ 102 PJ 103 PJ 104 PJ 105 PJ 106 PJ 107 PJ 108 PJ 109 PJ 110 PJ 111 PJ 112 PJ 113 PJ 114 PJ 115 PJ 116 PJ 117 PJ 118 PJ 120 PJ 121 PJ 122 PJ 123 PJ 124 PJ 125 PJ 126 PJ 127 PJ 128 PJ 129 PJ 130 PJ 131 PJ 132 PJ 133 PJ 134 PJ 135 PJ 136 PJ 137 PJ 138 PJ 139 PJ 140 PJ 141 PJ 142 PJ 143 PJ 144 PJ 145 PJ 147 PJ 148 PJ 149 PJ
150 PJ 151 PJ 152 PJ 153 PJ 154 PJ 155 PJ 157 PJ 158 PJ 159 PJ 160 PJ 162 PJ 163 PJ 164 PJ 165 PJ 166 PJ 167 PJ 168 PJ 169 PJ 170 PJ 171 PJ 172 PJ 173 PJ 174 PJ 175 PJ 176 PJ 177 PJ 178 PJ 180 PJ 181 PJ 182 PJ 183 PJ 184 PJ 185 PJ 186 PJ 187 PJ 188 PJ 189 PJ 190 PJ 191 PJ 192 PJ 193 PJ 194 PJ 195 PJ 197 PJ 198 PJ 199 PJ 200 PJ 201 PJ 202 PJ 203 PJ 204 PJ 206 PJ 207 PJ 208 PJ 209 PJ 210 PJ 212 PJ 213 PJ 214 PJ 215 PJ 216 PJ 217 PJ 218 PJ 219 PJ 220 PJ 221 PJ 222 PJ 223 PJ 224 PJ 225 PJ 226 PJ 227 PJ 228 PJ 229 PJ 230 PJ 231 PJ 232 PJ 233 PJ 234 PJ 235 PJ 236 PJ 237 PJ 238 PJ 239 PJ 240 PJ 241 PJ 243 PJ 244 PJ 245 PJ 246 PJ 247 PJ 248 PJ 249 PJ 250 PJ 251 PJ 252 PJ 253 PJ 254 PJ 255 PJ 256 PJ 257 PJ 258 PJ 260 PJ 261 PJ 262 PJ 263 PJ 264 PJ 265 PJ 266 PJ 267 PJ 268 PJ 269 PJ 270 PJ 271 PJ 272 PJ 273 PJ 274 PJ 275 PJ 276 PJ 277 PJ 278 PJ 279 PJ 280 PJ 281 PJ 282 PJ 283 PJ 284 PJ 285 PJ 286 PJ 287 PJ 288 PJ 289 PJ 290 PJ 291 PJ 292 PJ 293 PJ 294 PJ 295 PJ
296 PJ 298 PJ 299 PJ 300 PJ 301 PJ 302 PJ 303 PJ 304 PJ 305 PJ 306 PJ 307 PJ 309 PJ 310 PJ 311 PJ 312 PJ 313 PJ 314 PJ 315 PJ 316 PJ 317 PJ 318 PJ 319 PJ 320 PJ 321 PJ 322 PJ 323 PJ 324 PJ 325 PJ 326 PJ 327 PJ 328 PJ 329 PJ 330 PJ 331 PJ 332 PJ 333 PJ 334 PJ 335 PJ 336 PJ 337 PJ 338 PJ 339 PJ 340 PJ 341 PJ 342 PJ 343 PJ 344 PJ 345 PJ 346 PJ 347 PJ 348 PJ 349 PJ 350 PJ 351 PJ 352 PJ 353 PJ 354 PJ 355 PJ 356 PJ 357 PJ 358 PJ 359 PJ 360 PJ 361 PJ 362 PJ 363 PJ 364 PJ 365 PJ 366 PJ 368 PJ 369 PJ 370 PJ 371 PJ 372 PJ 373 PJ 374 PJ 375 PJ 376 PJ 377 PJ 378 PJ 379 PJ 380 PJ 381 PJ 382 PJ 383 PJ 384 PJ 385 PJ 386 PJ 387 PJ 388 PJ 389 PJ 390 PJ 391 PJ 392 PJ 393 PJ 394 PJ 395 PJ 396 PJ 397 PJ 398 PJ 399 PJ 400 PJ 401 PJ 402 PJ 403 PJ 404 PJ 405 PJ 406 PJ 407 PJ 408 PJ 409 PJ 410 PJ 411 PJ 412 PJ 414 PJ 415 PJ 416 PJ 417 PJ 418 PJ 419 PJ 420 PJ 421 PJ 422 PJ 423 PJ 424 PJ 425 PJ 426 PJ 427 PJ 428 PJ 429 PJ 430 PJ 431 PJ 432 PJ 433 PJ 434 PJ 435 PJ 436 PJ 437 PJ 439 PJ 440
PJ 441, PJ 442, PJ 443, PJ 444, PJ 445, PJ 446, PJ 448, PJ 450, PJ 451, PJ 452, PJ 453, PJ 454, PJ 455, PJ 456, PJ 457, PJ 458, PJ 459.